Bonjour tout le monde, on est rendu aux vidéos 13 du bloc 4. On est encore à la section 11.4. On vient faire cette fois-ci l'exemple 10. À l'exemple 10, on a une sphère qui descend un plan infini, donc on va avoir du roulement. Ça veut dire qu'on va avoir à la fois une énergie de rotation, une énergie cinétique de rotation pour la sphère et une énergie cinétique de translation pour créer son mouvement. Je vous rappelle que quand on a parlé du roulement, on avait dit qu'on peut le décrire comme étant la somme d'une rotation. L'objet fait juste tourner sur place. Et d'une translation, donc là j'ajoute une vitesse du centre de masse et je garde ma rotation et ça me donne le concept du roulement. Donc dans mon équation, mon delta E qui est égal à WNC, du côté du delta E, on va avoir une variation de hauteur, c'est certain. Et dans la variation d'énergie cinétique, on va avoir à la fois rotation et translation. Je les écris séparément, même si c'est pour le même objet, parce que il va y avoir des formules différentes à appliquer pour chacun des deux termes. Ensuite, pour le travail non conservatif. On l'a déjà mentionné que pour avoir du roulement sans glissement, il faut qu'il y ait un frottement. Il faut qu'il y ait un frottement statique qui va faire en sorte que mon objet va se mettre à rouler. En fait, s'il n'y avait pas de frottement statique, ce qui finirait par se passer, c'est que ma sphère ferait juste descendre en restant toujours dans la même orientation. Par exemple, si j'avais un bonhomme sourire dessus comme ça, s'il n'y avait aucun frottement, la sphère garderait toujours le bonhomme sourire. Donc, imagine que c'est un ballon de plage, quelque chose comme ça. Donc, la sphère glisserait avec le bonhomme sourire qui reste toujours à l'endroit. Quand il y a du roulement, on sait que le bonhomme sourire va se mettre à tourner comme ça. Donc, pour qu'il y ait ça, ça me prend du frottement. Ça me prend un frottement statique qui fait en sorte que l'arrière va se mettre à rester pris un petit peu pour décaler comme ça et faire en sorte que ma sphère va finir par tourner. Donc, est-ce qu'on a un travail non conservatif si on a une force non conservative qui est appliquée? Le travail par le frottement statique serait Fs fois delta R fois cosinus de l'angle entre le frottement et le delta R. Le delta R, c'est pas nécessairement où est-ce que l'objet est. C'est pas tant que ça le déplacement de l'objet que le déplacement du point de contact entre les deux surfaces. Parce que c'est là que le frottement est appliqué. Et ça, quand on regardait le roulement, on avait mentionné que, je vais juste revenir un petit peu en arrière, notre point de contact ne glisse pas. D'un côté, on parle de roulement sans glissement. Donc, il n'y a pas vraiment de déplacement sur lequel ce frottement-là est appliqué. Il est appliqué à chaque fois qu'il y a un nouveau point de contact, mais le point de contact lui-même, vu qu'il ne se déplace pas, ce sera un delta R de 0. Ce n'est pas exactement le delta R de l'objet. Jusqu'à maintenant, ça ne dérangeait pas. On n'avait pas besoin de penser à ce détail-là, mais ici, pour le frottement dans un roulement, c'est important de s'en rendre compte. Donc, le delta R du point de contact. Donc, le déplacement du point de contact est nul parce que le point de contact quitte la surface tout de suite. Le point du ballon ou de la sphère qui est en contact avec la surface quitte tout de suite. Donc, ce frottement-là est appliqué à un point précis, mais qui ne se déplace pas vraiment, qui ne perdure pas dans le déplacement, si on veut. Donc, on n'a pas de travail non conservatif par le frottement statique dans un roulement. Donc, ensuite, je vais pouvoir mettre les détails de chacun de mes termes qu'on a ici. Donc, pour delta U mg, on va avoir mg delta y. Et le déplacement vertical va être la hauteur, mais ça va être un déplacement négatif, donc moins h. Ensuite, delta K rotation, donc une demi I, et on va avoir oméga final carré moins oméga initial au carré. La sphère part du repos, donc au début, il n'est pas en train de se déplacer vers le bas ni de tourner non plus. Plus une demi M V final carré moins V initial carré. Et ici aussi,
on n'avait pas de vitesse initiale là. Ensuite, notre I, dans le cas d'une sphère, c'est 2/5 m r carré. Donc ça, je vous rappelle, ça fait partie des formules qui sont disponibles dans les notes de cours. Ici, donc I sphère 2/5 m r carré. Et le oméga final, vu qu'on veut le relier à la vitesse, ça va être VF sur le rayon de la sphère. Et ça, c'est au carré. Donc, on avait aussi mentionné dans le roulement quelque part plus haut que la vitesse d'un point à la surface était la même que la vitesse de déplacement horizontale. Donc ici, normalement, c'est une vitesse tangentielle dont j'ai besoin, puis alors que le VF ici, c'est la vitesse de déplacement horizontal, mais c'est la même dans le cas d'un roulement sans glissement. Et ici, 1/2 m VF carré. Là, je viens de me rendre compte que j'ai utilisé des m différents alors que j'ai juste un objet. Ce serait le même. Je pourrais remplacer par mon grand M, mes petits M ou vice-versa. Ensuite, le R carré va s'aligner avec le R ici qui est au carré à cause de la parenthèse qui est là. Et justement, la prochaine ligne, je vais continuer avec les grands M seulement. Je vais avoir moins, ici, GH, plus 1/5, parce que les deux simplifient, M VF carré, plus 1/2 M VF carré est égal à 0. Donc 1/5 plus 1/2, c'est 2 dixièmes, 5 dixièmes, ça me fait 7 dixièmes, M VF carré, et je n'ai pas oublié l'autre terme, c'est juste que je l'envoie de l'autre côté, donc il est positif, M GH. On voit bien que les M se simplifient. On aurait pu les simplifier avant sans problème aussi. Et j'obtiens une vitesse finale, va être racine carrée de 10/7 GH. Donc ça, c'est la réponse pour la question A. Pour la question B, donc on veut relier cette vitesse-là à une accélération. Donc je vais aller utiliser de la cinématique. Donc on n'oublie pas la cinématique non plus. L'accélération se produit vraiment le long du plan incliné comme ça. Donc dans mon équation de cinématique, ici, je ne connais pas j'ai aucune information pour du temps. Donc ça va être la quatrième équation. VF carré est égal à V initial carré plus 2A. Delta X, je suppose que j'étais sur un axe des X. La vitesse initiale était nulle. Ma vitesse finale, quand je la remets au carré, ça va me donner 10 GH, 17e GH. On cherche l'accélération. Le delta X qu'on veut, c'est celui-là qui est ici. Donc, je ne peux pas l'exprimer sans connaître un peu l'information pour mon plan incliné. Ça va me prendre l'angle θ du plan incliné. Donc, dans ce cas-ci, sinus de θ est égal à h sur delta x. Donc, quand je vais vouloir remplacer mon delta x, ça va être h sur sinus de θ. Donc, les h vont se simplifier aussi. Et je vais obtenir que A va être égal... Voyons, c'est pas une parenthèse. Excusez-moi. Donc, le 2 va simplifier avec le 10, ça va me faire 5/7 G sin θ. Ça, on peut comparer ça à ce qu'on appelle l'équivalent dans le chapitre 5, avant d'avoir de la rotation, juste un bloc de masse M qui descendrait le long d'un plan incliné comme ça. L'accélération, si c'était juste de la translation seulement, ça aurait été seulement G sin θ. Donc, on peut remarquer avec 5/7,
on a une fraction qui est plus petite que 1. Donc, l'accélération est plus petite dans un contexte où il y a de la rotation. C'est parce qu'il y a de l'énergie qui a dû aller dans la rotation de ma sphère au lieu de juste devenir de la vitesse, donc de l'accélération le long du plein. Donc, A avec rotation. Toujours plus petit que A pour juste la translation. J'aurais pu faire la même logique avec la vitesse finale, mais on n'avait pas de formule aussi facile à comparer pour la vitesse finale. Ensuite, pour la question C, je veux qu'on réfléchisse qualitativement à si un cylindre de même rayon et de même masse irait plus vite ou moins vite quand il serait rendu en bas du plan incliné. Donc, pour un cylindre au lieu d'une sphère. Donc, la différence entre les deux, c'est au niveau des moments d'inertie. Donc, I pour la sphère, c'était mon 2/5 mr carré, alors que I pour le cylindre, c'est 1/2 mr carré. Donc, pour la sphère, c'est plus petit que pour le cylindre. On en avait aussi déjà parlé plus qualitativement quand on les avait placés en ordre croissant comme ça. Donc, la sphère, c'est le plus petit dans les formes qu'on étudiait. Donc, si le moment d'inertie est plus petit, dans mon équation, c'est la partie ici qui va être plus petite. En ayant ça de plus petit, au fond, ça veut dire que la vitesse va pouvoir être plus grande en comparaison. On a moins d'énergie potentielle qui doit venir comme combler ça ici. Donc, ça permet d'en laisser plus pour l'énergie cinétique, la vitesse angulaire, donc éventuellement la vitesse de translation aussi. Un petit peu le même principe que la comparaison que je faisais ici. Je disais que quand il n'y avait pas d'énergie du tout pour la rotation, on obtenait quelque chose de plus grand, parce qu'on n'avait pas besoin de faire tourner l'objet en plus de le faire descendre. Mais là, au fond, quand je dis que j'ai un moment d'inertie qui est plus petit, j'ai moins besoin d'énergie pour faire tourner l'objet, donc il y a plus de cette énergie-là qui est libre pour pouvoir descendre. Donc ça va toujours être la relation inverse. Donc la vitesse finale pour la sphère est plus grande que ce qu'on aurait eu comme vitesse finale pour le cylindre. C'est pas final. Je vais écrire, c'est F cylindre.